Bonjour Igor, donc pour commencer, pourquoi consacrer un dossier spécial de la pensée au sport et aux pratiques sportives en général? Alors, l'idée, c'était que le sport, souvent, fait l'objet d'approches très opposées. Soit on en est passionné, soit au contraire, on le déteste, mais on a beaucoup de mal à le penser, et en particulier à le penser politiquement. C'est pour ça que dans ce dossier, avec les auteurs et les autrices qui ont bien accepté d'y contribuer, on a cherché à mettre en évidence un certain nombre de dimensions, sans être exhaustif, évidemment, mais des enjeux profondément sociaux et politiques que pouvaient présenter les activités physiques et sportives. Alors, dans ces enjeux, commençons par les questions qui fâchent. Y a-t-il trop d'argent dans le sport? Alors ça, c'est une antienne qu'on entend souvent, y compris d'ailleurs de la part de certains spectateurs du sport. Alors, je pense que la question, elle est très mal posée, puisqu'on dit rarement est-ce qu'il y a trop d'argent dans la culture ou est-ce qu'il y a trop d'argent dans l'automobile, par exemple. En fait, cette question-là, elle vient d'une incompréhension de ce que font vraiment les sportifs et de ce que c'est exactement le sport. Le sport, faut l'envisager à la fois comme une pratique et comme un spectacle. Et du point de vue, et si on le considère comme un spectacle, il est normal que ça génère toute une activité économique et de comprendre que les sportifs sont eux-mêmes des performeurs en quelque sorte, dans le sens où ils vont proposer un spectacle au-delà même de la performance purement sportive qu'ils vont réaliser. Mais cette difficulté à penser le sport comme une activité de travail, qui est développée plus particulièrement dans un des articles, est finalement un des grands problèmes qui fait qu'on a du mal à l'appréhender politiquement. Alors, le sport et le travail, une des accusations qu'on voit poindre aussi, c'est est-ce que le sport n'est pas en train de devenir un outil managérial? Alors ça, c'est la question du sport en entreprise plus particulièrement qui se pose et qui est développée par Béatrice Barbus dans sa contribution. Alors le sport en entreprise, c'est très très ambigu puisque ça a à la fois été l'objet d'une revendication de la part des travailleurs et des organisations de travailleurs dès le début du XXe siècle. Et il y a vraiment eu l'idée de conquérir le sport comme une pratique bourgeoise en disant que ça ne devait pas être réservé simplement aux bourgeois. Et également des revendications tout au long du XXe siècle. On a eu des revendications pour la possibilité pour les travailleurs d'organiser des activités sportives sur le lieu ou dans le cadre de leur travail, donc pour faciliter cet accès au sport, de la même manière que beaucoup d'actions ont été menées pour favoriser l'accès à la culture. Donc c'est dans cet enjeu-là, et de plus en plus aujourd'hui on voit poindre l'idée, alors qui était déjà présente chez certains employeurs, notamment des patrons paternalistes, que le sport pouvait être un moyen à la fois de domestication de la main-d'œuvre, de les rendre plus dociles, de les contrôler, avec très tôt par exemple des livrets qui étaient mis en place pour contrôler l'assiduité aux activités sportives, mais également pour favoriser un certain bien-être au travail, un attachement à l'entreprise. Donc voilà, c'est cette condition profondément ambivalente du sport en entreprise qui à la fois peut être revendiquée comme un moyen d'accéder au sport parce que les entreprises ont des moyens et que c'est du temps aussi qu'on peut prendre sur le temps de travail, et en même temps comme un outil potentiel managérial et de contrôle des salariés qu'il faut assumer de plein fouet. Alors, peut-être pour en venir à un autre article du dossier, pourquoi le monde communiste s'est-il rallié à l'olympisme et au culte des champions? Alors le ralliement du monde communiste, c'est-à-dire des pays du bloc de l'Est, à l'olympisme s'est fait assez tôt en fait, dès le début des années 1950 avec les Jeux Olympiques d'Helsinki, et on a plusieurs contributions dans le dossier, une qui porte plus spécifiquement sur la place des sportifs de haut niveau, des champions en URSS de Sylvain Dufraisse, et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre Sylvain Dufraisse que pendant tout le début de la mise en place de l'URSS, donc après la Révolution de 17, on a eu plutôt une résistance au culte des champions de la part des tenants de ce qu'on appelait la culture physique. Et puis petit à petit, donc cette normalisation après la Deuxième Guerre mondiale, on a au contraire été dans une valorisation des champions et dans l'idée d'aller affronter finalement les Occidentaux et les Américains en particulier sur leur propre terrain. Mais ce qui est intéressant également dans la contribution de Sylvain Dufraisse, donc il montre cette évolution, mais il met également en évidence le fait que pendant toute l'histoire de l'Union soviétique, pratiquement, il y a toujours eu des contestations justement de cette célébration du sportif au nom d'une approche collectiviste de la société, c'est-à-dire on y voyait un espèce de culte de l'individu qui pouvait être néfaste. Donc ça, c'est la première contribution. Et puis la seconde, qui revient plus particulièrement sur la manière dont le Parti communiste français s'est approprié et a essayé de politiser ces enjeux sportifs,
Bah là aussi, c'est derrière l'idée que dans l'olympisme, il y a des valeurs qui sont quand même très positives, hein, les valeurs de paix, de coopération. Enfin, il y a vraiment un internationalisme qui est porté et qui ne doit pas être jeté avec eau du bain, si on peut dire, d'un mercantilisme qu'incarne au plus haut point le CIO, le Comité international olympique à l'heure actuelle. Et vraiment cette idée que voilà, on peut essayer de faire un autre olympisme plutôt que d'être radicalement opposé en naturalisant finalement ce que pourraient être les rencontres sportives internationales, puisqu'on a eu aussi un internationalisme sportif très fort dans le cadre de l'international rouge des sports après la révolution de 1917. Alors, un dernier aspect du dossier pose la question pourquoi est-il important que le sport soit obligatoire à l'école, qui est à la fois une question qui est importante depuis plusieurs années, mais qui, avec les annonces de ces dernières semaines sur le 2S2C, prend finalement une actualité encore plus vive. Alors c'est un peu la même idée finalement qu'il peut y avoir derrière le sport à l'entreprise, c'est de dire voilà, le sport ça doit pas être réservé. On voit aujourd'hui en fait, si vous prenez très concrètement les statistiques, toutes les études statistiques qu'on a sur la pratique sportive dans n'importe quel pays, pas qu'en France, mais c'est plutôt un petit peu comme les pratiques culturelles. C'est plus on monte dans l'échelle sociale et plus on va avoir une pratique diversifiée, une pratique intense. Or on sait aujourd'hui que la pratique sportive avec quelques limites évidemment, sans excès, mais elle est associée à la fois à une meilleure santé, et on le voit aujourd'hui, l'importance de la prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques de toutes sortes. Elle est également associée à de meilleures performances économiques, c'est-à-dire que on voit aussi statistiquement que les gens qui ont tendance, qui ont fait le plus d'études et qui ont les meilleures rémunérations dans nos sociétés sont aussi des gens qui ont tendance à pratiquer davantage de sport. Donc voilà, c'est cette idée qu'à l'école, eh bien, on doit permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, de s'approprier leur propre corps comme un outil technique, mais aussi de découvrir quelles peuvent être les pratiques qui peuvent leur faire du bien, les aider à se sentir mieux également psychologiquement. Et donc, de ce point de vue-là, dans l'éducation physique et sportive, ça a été vraiment une revendication de longue date de la rendre obligatoire pour tous les enfants, pour le maximum d'enfants, et également de donner les moyens aux écoles de pouvoir emmener les enfants à la piscine et de savoir nager, par exemple, ce qui en France est aujourd'hui paraît une banalité, mais qui dans beaucoup de pays ne va pas de soi, et également de dire qu'il y a un continuum entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui également à l'école on va distinguer très fortement les activités manuelles et les activités dites intellectuelles. Or, ce que montre bien l'éducation physique et sportive, c'est que quand on fait du sport, on a besoin et de son corps entre guillemets et de sa tête. Et là aussi, voilà, il y a toute une réflexion, et notamment qui s'est fait beaucoup dans le cadre de la Fédération sportive et gynéco du travail ou du syndicat national des enseignants d'éducation physique, qui vraiment met en évidence cette contribution de l'éducation physique et sportive et du sport en général au progrès des techniques, à la manière dont l'humanité en tant que collectif va se développer, va se perfectionner, et va également mieux se connaître aussi à travers ces activités. Parfait, mais les lecteurs n'ont plus qu'à lire le dossier. Merci Igor. Merci.